Samedi 8 octobre 2016. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de 90 minutes sport. Dans l'actualité de ce jour, nous revenons sur les préparatifs des éperviers pour la Coupe d'Afrique des Nations. En match amical international mardi dernier, le Togo a pu sortir son épingle de jeu face à l'Ouganda, victoire 1-0. Nous parlons également de ce match de demain. Ce sera contre le Mozambique, toujours à Lomé. Qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui sera fait pour mieux se préparer pour la CAN 2017 au Gabon? Nous en parlerons également dans cette émission. La première partie, nous allons la consacrer au basketball. Et comme vous le savez, le Togo s'apprête à accueillir les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des clubs champions. Bien sûr, c'est en basketball. Nous allons donc parler de ces préparatifs, des clubs qui vont participer à cette compétition ou à ces éliminatoires. Ce sera bien sûr avec le vice-président de la Fédération togolaise de basketball qui est avec nous sur ce plateau. Bienvenue à toutes. Et comme je l'ai dit, sur ce plateau, on a des invités, le vice-président de la Fédération togolaise de basketball, M. Conrad Dagovi. Bonjour, M. Conrad. Bonjour, madame. Comment vous allez? Sportivement bien. Ça s'annonce bien, les préparatifs pour ces coupes. Bon train, et comme on est pays organisateur également, il y a beaucoup d'efforts à faire et beaucoup de commissions à mettre en place. Très bien. On fera le tour pour savoir ces différentes commissions que vous entendez mettre sur place pour l'organisation de ces éliminatoires. Également sur ce plateau, le confrère Franck Rokoti. Bonjour Franck. Bonjour Pauline, je salue également les fidèles téléspectateurs de LCF. Et c'est un plaisir de se retrouver ici pour parler de l'actualité sportive au Togo. Très bien. Et comme on l'a dit, la Fédération togolaise de basketball organise du 21 au 30 octobre prochain les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des clubs champions de la zone 3. Les clubs champions donc de cette zone 3 seront à Lomé à cette date pour donc prendre part à cette phase des éliminatoires. Et on fait le point de la conférence de presse tenue lundi dernier avec Jacques Pekemsi. Lomé, capitale du basketball du 21 au 31 octobre prochain, ceci pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des clubs champions chez les hommes comme chez les dames. Une compétition qui regroupera plusieurs pays de la zone 3 dont fait partie le Togo. Ce sera une manière de commencer, n'est-ce pas, de lever le premier pas sur la redynamisation et la grande promotion du basketball togolais, qui était un basketball très haut. Nous voulons le remettre à sa place, voire aller plus loin. Et pour cela, nous devons parcourir un chemin. Ce chemin, aussi long soit-il, il faut faire le premier pas. Et par cette compétition-là, nous voulions marquer le premier pas, n'est-ce pas, de ce que nous recherchons pour notre basketball. Et pour affronter les autres pays de la sous-région, le Togo alignera 2 équipes, modèle chez les hommes et étoile filante chez les dames. Les Togolais en profiteront pour s'habituer aux exigences du haut niveau. Nous avons donc le devoir de permettre que nos joueurs frottent avec l'international. Si nous pouvons faciliter la chose en faisant en sorte d'éviter que les clubs aient besoin de se déplacer. Un seul billet d'avion, quand on multiplie le prix par la douzaine, voire la vingtaine de personnes qui doivent se déplacer, c'est déjà une grosse charge. De l'organiser dans le pays, c'est déjà cette charge en moins. C'est les meilleurs que nous avons au Togo en ce moment-là, dans la compétition qui est en cours. Mais nous verrons ce que ça va donner. Moi, je pense quand même que, même si nous n'allons pas être les premiers, on ne sera pas les derniers. Je crois que nous avons un niveau quand même qui n'est pas le plus bas. Les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des clubs champions restent un grand défi pour le nouveau bureau de la Fédération togolaise de basketball, surtout que ce bureau organisera donc sa première compétition majeure depuis sa prise de fonction il y a 2 mois. Voilà donc cette information qui est donnée lundi dernier à travers une conférence de presse organisée par la Fédération togolaise de basketball. Comme on est sur ce plateau avec le vice-président. D'abord, Monsieur le Président, on va s'intéresser de la zone 3. Vous parlez des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des champions, des clubs champions de la zone 3. On veut savoir la zone 3, c'est quoi d'abord? La zone 3, c'est une délimitation faite par FIBA Afrique. Et la zone 3 comporte 8 pays qui va du Libéria en passant par la Côte d'Ivoire, le Ghana,
le Niger, le Burkina, le Togo, le Bénin et le Nigeria. 8 pays. Oui. D'accord. On parle des clubs champions. Est-ce que c'est ceux qui ont gagné ou les vices feront partie de cette compétition? Il y a les champions, ça va de soi, mais les vice-champions peuvent également y participer. Ce qui fait que normalement, en hommes et dames, si on ne compte que les champions, ça fait 8 pays fois 2. Ça nous fait 16. Mais si on prend en compte les vice-champions, nous sommes à 32. Donc pour le moment, ce n'est pas défini le nombre. Pour le moment, nous savons que tous les pays sont d'accord à venir à Lomé, sauf le Burkina qui hésite un tout petit peu. Mais on espère que d'ici là, que ça s'arrange. D'accord. On va s'intéresser maintenant sur le plan organisationnel. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui? Parce qu'on sait que le début, c'est le 21 octobre prochain. Oui, c'est le Togo qui abrite ce championnat de la zone 3. Nous sommes passés à une phase organisationnelle très avancée. Donc, il y a au total 11 commissions qui sont à pied d'œuvre et qui font les comptes rendus les mardis et les jeudis, donc 2 fois par semaine. Et nous pensons pouvoir tenir une très belle organisation et faire plaisir à ceux qui aiment le ballon orange. Vous parlez de 11 commissions. Les commissions vont se charger de faire quoi exactement? Ça va de la communication. Tout ce qui va se faire, il faut qu'on donne une image pour que les gens se rendent compte de ce qui est fait au niveau du basket. Il y a tout ce qui va tourner autour de l'organisation même des jeux. Donc la commission technique avec les arbitres, les marqueurs de table, les opérateurs de 24 secondes et tout ça. J'évite les détails. Il y a le transport intérieur et l'accueil. Il y a la restauration, il y a l'hébergement et j'en passe. Alors, ça veut dire, on dit le 11 et le 21. C'est le 21, ça commence où les délégations vont arriver? Le 21, tous les clubs doivent être là. Et le 21, dans la soirée, il y a la réunion technique pour déterminer les tirages au sort, les couleurs des équipes et tout ça. Ça se fera le 21. Le 21 et le 22, tout démarre à fond. D'accord. Avant de s'intéresser peut-être aux ambitions togolaises dans cette organisation et dans les 2 équipes qui vont participer à cette élimination, vous étiez à la conférence, j'espère, Franck? Oui, bien sûr, j'étais à cette conférence, c'était lundi dernier. Moi, ce qui m'a plutôt touché, c'est le fait que c'est une fédération qui est naissante. Donc, elle vient donc de prendre fonction, ça ne fait que 2 mois à peine. Et organiser une telle compétition, c'est un peu osé de la part de cette fédération. Mais quand je vois un peu la composition donc de ce bureau, il y a donc des gens d'expérience qui connaissent donc les contours donc d'une compétition et tout, parce que le président était le vice-président du bureau sortant. Il y a également des anciens membres qui se retrouvent dans ce bureau. Je me dis ce sont des gens d'expérience qui peuvent donc être à la hauteur donc de cette organisation. Et je dis également bravo parce que lorsque vous accueillez donc une telle compétition, c'est bien pour l'image donc du pays. Vous savez, c'est pas la première fois que le Togo organise une telle compétition. On en a déjà organisé une. Et à l'issue même de ça, le Togo s'est qualifié pour la phase finale. C'est très important puisque ce n'est que les éliminatoires. Et après cela, on aura les phases finales. Et on espère que les clubs qui représentent donc le Togo seront également vont se qualifier pour la phase finale. Voilà. Et on sait que vous faites partie du bureau. Et certainement qu'il y a des ambitions au niveau des clubs togolais, pardon. Et vous-même, quelle vision vous voulez donner, par exemple, au club champion togolais dans ces éliminatoires? Oui, Franck vient tout à l'heure de dire que nous avons à peine 2 mois. Mais il y a 3 mots qui caractérisent notre mandat et je me fais le plaisir de répéter encore aujourd'hui. Nous parlons d'audace, innovation et objectif. Et si en 2 mois nous avons accepté d'abriter ce championnat ou cette compétition, c'est que nous avons de l'audace.
Et cette audace passe par aussi notre volonté de voir engager ne serait-ce que les 2 meilleurs clubs en hommes et dames du Togo présentement. L'Étoile filante a survolé le championnat Lomé golf très longtemps et le championnat national. Il en est de même pour la Modèle, même si de temps en temps d'autres équipes comme Swallows ou Firetes essaient de bousculer l'ordre établi, si on peut parler ainsi, mais nous avons de l'ambition pour la Modèle, nous avons de l'ambition pour l'Étoile filante. D'accord, vous pouvez vous parler d'innovation. Qu'est-ce que le nouveau bureau entend innover? L'innovation commence par l'organisation de ces éliminatoires. Et nous nous disons en termes d'innovation que pour que le Togo remonte dans l'échiquier du basketball international, parce qu'on ne veut même plus parler de continental, on veut parler de l'international, c'est que nous puissions chaque année au moins organiser une compétition de FIBA ou de zone 3. Voilà. Et maintenant, oui, vous voulez ajouter quelque chose par rapport je crois que c'est très important donc d'accueillir ces genres de compétitions et également de se frotter avec les autres. Ça permet donc d'avancer un peu plus donc dans le classement, c'est très important. Il vient donc de parler donc de l'audace, c'est très bien. Je crois que si cette façon de faire se réjaillit également au niveau des clubs, ça sera très bien. Donc à partir de là, le Togo sera mieux classé. Donc dans le classement donc de FIBA, vous savez que le Togo sur le plan africain est pratiquement dans les vingtaines et tout. Alors que avant le Togo avait une meilleure position. Donc je crois qu'à partir donc de cette compétition, si nos clubs, les clubs qui sont engagés donnent donc ou bien font une très belle compétition, je crois qu'on va avancer. Moi, ce qui m'a un peu fait chose, c'est que les clubs qui étaient champions et vice-champions donc du dernier championnat ne seront pas donc de la compétition. C'est ça qui m'a un peu intrigué parce que j'étais présent donc lors du dernier championnat donc à Achamba. J'ai vu tout ce qui s'est passé. J'ai vu également la capacité de ces clubs-là. Et ça m'a un peu fait chose du moment où j'ai appris que c'est la Modèle et puis l'Étoile filante qui va représenter le Togo. Je me suis dit, voilà, pourquoi pas Firetes qui était le champion. Voilà, donc, et comme le vice-président est là, que c'est l'occasion aussi de nous poser cette question. Pourquoi on n'a pas pris alors les clubs champions au Togo pour représenter le Togo? Oui, il y a eu une rencontre avec les responsables et présidents de clubs. Le problème a été posé que nous venons à peine d'arriver et on nous a fait une proposition, nous avons sauté sur la proposition. Et qu'est-ce qu'ils pensent? Donc les champions en cours ont désisté. Et nous sommes passés à la phase seconde. Nous avons approché ceux qui sont en tête du championnat présentement, s'ils se sentent en mesure d'assumer ce rôle. Ils nous ont répondu par l'affirmatif et nous sommes engagés. Est-ce que ça ne serait pas un problème à la longue? Parce qu'on parle des clubs champions. Enfin, le titre même des éliminatoires, c'est les clubs champions. Oui. Mais au Togo, ce n'est pas les clubs champions qui passent. C'est les clubs champions en cours. En cours. D'accord. Et puis, on va se dire, et Franck disait tout à l'heure, dans le passé, le Togo avait une bonne position, mais actuellement, on est sur vingtaine. Oui. Apolline, que nous étions chez les dames en troisième place, et chez les hommes en 5e place, et qu'on a même eu par le passé des meilleurs joueurs, meilleurs marqueurs. Et il y a même la légende, j'ai même vu encore la coupure de presse la fois dernière et ça m'a fait souffrir, assis couché, debout, il shootait mal. Voilà, mais maintenant, est-ce que ça voudrait dire que le niveau de basket togolais baisse? Parce qu'aujourd'hui, par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui, oui, le niveau a régressé. Ça, ce serait un mensonge si on le dit. C'est gros comme le nez au milieu du visage. Et il y a eu quand même à une période donnée une rupture entre les années 89 et 92-93. Il y a eu une fissure. Les gens sont partis un peu partout au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Ghana. Ceux qui sont partis en Europe qui ne sont jamais plus revenus. Donc, il n'y a pas eu un lien avec la génération qui a suivi. Donc, ils se sont pris en réalité pour des monuments qui ne sont pas.
Maintenant, dans votre objectif, remonter le niveau On de ce... doit remonter. On doit retourner là En faisant régulièrement les compétitions sur le plan national ou en participant sur le plan international? Sur le plan national et sur le plan continental et international. Très bien. Et je crois que ça sera un travail de longue haleine, comme on le dit souvent, parce qu'aujourd'hui, il y a une génération qui est là, qui a atteint donc un niveau, voilà, déjà, je dirais une limite, mais voilà, il faut une autre politique de ce nouveau bureau, donc aller donc dans les écoles, former les jeunes pour s'adonner donc à cette discipline. Je crois que c'est très important pour ce bureau-là. Par rapport au niveau donc du Togo par rapport à la sous-région, nous savons que le Nigeria a une très bonne position, le Nigeria même qui participe aux championnats mondiaux et tout cela. Il y a également d'autres sélections comme le Ghana et les autres. Je crois que le Togo doit faire un effort très considérable s'il veut aller très loin. Vous savez que lors de la dernière CAN, si on peut parler comme ça de cette compétition, le Togo était pratiquement 16e sur 16 équipes qui ont participé. Donc je crois qu'on doit faire un effort, même si on a battu le Nigeria donc avant de se qualifier. Donc on doit faire un effort pour aller très loin donc au niveau du classement. Voilà, et je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai, le Togo organise ses éliminatoires. Est-ce qu'on peut dire, on doit quand même ces basketteurs qui vont rivaliser avec les autres pays qui vont arriver? Oui, au niveau donc de la modèle, il y a de très bons joueurs de toutes les façons. Il y a de très bons joueurs qui constituent donc cette formation. Il y a de très bons basketteurs. Même, je crois également avoir appris qu'il y aura d'autres joueurs qui vont apporter donc un plus donc à ce club pour pouvoir renforcer donc ces clubs-là. Je crois que c'est très important. Dans toutes les compétitions, ça se fait. Et également au niveau des dames, il y a l'étoile filante. Vous savez, lors du dernier championnat, l'étoile filante n'y était pas en dames. Il y avait eu un problème et tout cela. C'est pour cela que l'étoile filante n'y était pas. Si c'est que l'étoile filante était donc à ce championnat, je crois qu'elle serait classée première ou bien elle sera leader donc de ce championnat. Donc par rapport au championnat donc de la ligue, c'est l'étoile filante qui est devant. L'étoile filante possède de très bonnes joueuses. Et je crois que l'étoile filante est bien placée pour représenter le Togo. Ça, il faut le dire, parce que l'étoile filante est une très bonne équipe. Ici, si on peut compter sur l'étoile filante, ça sera très bien. D'accord. Monsieur le Président, vous avez parlé de l'ambition, enfin, on va revenir sur vos objectifs aussi. Est-ce qu'on va dire, c'est vrai, vous êtes là, ça fait 2 mois, hein? 2 mois, mais cette on organisation. Est là pour 4 ans. Très bien. Il y a un programme sur 4 ans. Voilà. On va dire, cette organisation est un véritable défi pour vous. Ouais, c'est un défi pour la fédération, c'est un défi pour le Togo. Parce que je ne vous apprends absolument rien. Désormais, il est clair que toutes les représentations du Togo vont porter le nom d'épervier, que ce soit au basket, au hand, partout, les éperviers hand. Mais si les éperviers basketball n'émergent pas, ça ne fait pas bien. On ne parlera plus que du Togo en termes de foot. Nous pensons que c'est pas bien. Il faudrait qu'on arrive quand même à un niveau où on parle des autres sports de main également, aussi bien qu'en athlétisme et tout le reste. Il faudrait qu'il y ait en place une politique qui nous amène tous à remonter au niveau où on était il y a quelques années. D'accord, voilà, vous avez dit il faut une politique. Vous, votre politique, c'est quoi? Nous, on s'est dit qu'on va travailler énormément avec les clubs d'abord, pour que le niveau remonte, qu'il y ait suffisamment de compétition intérieure, c'est-à-dire qu'on ne fasse plus le championnat national comme on fait juste un petit gala. Mais il y a beaucoup de détails que nous aurons le temps de venir ou revenir sur ce plateau vous expliquer. D'accord. Franck l'a dit tout à l'heure, il faut peut-être refaire passer le basketball à la base. Vous, est-ce que vous avez une politique pour le basket à la base là? Oui. Là, nous sommes d'accord et il y a même l'action qui est déjà menée au niveau de la Ligue de Lomé Golf où il y a chaque année un camp qui est organisé par la Ligue et dont
le moniteur ou l'instructeur est un ancien joueur de FIBA. Et on était à la 4e édition la fois dernière, donc c'est un camp vraiment pour jeunes. On a également fait des formations pour entraîneurs jeunes. Ça veut dire que nous voulons reprendre les choses vraiment à la base avec, même si c'est possible, des tout petits poussins pour que progressivement, plus tôt on commence, plus fin on devient à l'âge où la compétition est déjà dans les jambes et si je veux parler du basket, dans les mains aussi et dans la tête surtout. Parce qu'au début, quand on apprend, on se fait plaisir. Moi aussi, je fais du basket. Mais quand on arrive à un degré donné, il faut faire plaisir par le rendement au public. Donc, on se fait plaisir tout en faisant plaisir au public. Donc, on est obligé de se lancer des défis et avancer beaucoup plus. Très bien. Avant de revenir peut-être sur votre politique sur 4 ans, Franck, est-ce que vous pensez aujourd'hui que le basket togolais a un avenir? Oui, ça a un avenir. Quand on voit, moi, je trouve cet avenir-là donc dans la force donc de cette équipe, de ce bureau qui vient donc d'être mis en place par rapport à son président. C'est quelqu'un qui est très dynamique. Et surtout, il a beaucoup de relations au niveau donc de la FIBA, au niveau également de basket international. Il a beaucoup de relations et je crois qu'il va mettre également en exergue toutes ces relations-là afin de donner maintenant un nouvel élan donc à notre discipline. Je voulais également revenir sur un aspect par rapport à cette compétition qui arrive très bientôt. Je crois que là où on attend également ce bureau, c'est comment donc manager tous ces basketteurs qui viendront. Vous savez, on a parlé donc peut-être qu'on aura 16 clubs qui vont venir, donc pratiquement 16 clubs au niveau de basket, on peut compter 8-12. Donc ça veut dire que 16 fois 12, ça fait un nombre important. Comment gérer ce nombre important-là? Et sur d'abord le seul stade ou bien le seul terrain qu'on a actuellement, comment gérer ce nombre-là, comment gérer également le nombre de compétitions, donc à faire durant ce temps au record, comment dispatcher donc voilà par rapport à tout cela. Il a parlé donc des commissions qui sont mises en place, 11 au total. Je crois que c'est très important. Il y a commission santé, médicale et tout cela. Je crois que c'est très important et il faut les points 2 fois dans la semaine. Je crois que ce bureau peut donc être à la hauteur donc de cette compétition. Seulement, je veux voir toucher donc du doigt comment est-ce que ou bien cette gestion donc des joueurs qui viendront donc pour cette compétition. Voilà, je crois que la question elle est là. Comment pensez-vous? La question elle est là et c'est une évidence. Nous disons que c'est notre test grandeur nature pour que notre ministère de tutelle nous prenne au sérieux. Si nous ratons ces coches là, c'est qu'on est dans le sable mouvant, comme on peut dire. Mais nous sommes convaincus, et avec la détermination de l'équipe et des commissions, nous pouvons arriver, nous devons arriver. Là, c'est une évidence, ce n'est pas la première fois qu'on organise. Et comme je vous l'ai dit, beaucoup de gens qui ont été dans les anciennes organisations, on a essayé de les approcher, on les a ramenés ensemble parce que nous disons que le basket togolais reste une famille de basketteurs. On ne peut pas ne pas utiliser toutes les ressources pour faire un bon résultat. Oui, mais on a l'impression que certains, comme vous l'avez dit, sont en Europe, sont partis. Mais pourquoi vous n'utilisez pas les monuments, qu'on peut le dire, en basketball? Parce qu'on rigole quand même de beaucoup de talents, de la vieille gloire. Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais ça nécessite au moins un billet d'avion, Lomé-Paris, Australie, Lomé. Il faut des moyens. Il faut des moyens. C'est pour ça que nous voulons faire ce premier test, prouver qu'on est capable, pour qu'on soit accompagné, pour que les prochaines années, quand on parlera des éperviers Togo, basket, qu'on puisse également parler en termes de nos internationaux qui reviennent relever le niveau et permettre un bon classement désormais. Vous avez touché un point important qui a été également sorti donc lors de cette conférence de presse. Le président lui-même, il avait donc essayé donc de demander à la Fédération française de basketball de faire sortir les Togolais qui évoluent donc dans leur championnat là-bas.
Et il a été surpris de voir que ces Togolais sont plus de 4, c'est une cinquantaine de personnes, de Togolais qui, voilà. Donc, il a été surpris donc de voir tout cela. Je crois que c'est une bonne chose de toucher donc tous ces Togolais-là pour qu'on puisse peut-être lorsque on aura à mettre en place une sélection nationale, de les faire venir donc en sélection et voir également ce qu'ils peuvent donner donc au niveau donc du tour. Voilà. Et de surcroît, on n'a pas seulement que des joueurs, on a des formateurs. Des formateurs. Nous avons des entraîneurs de très bon niveau qui sont dans le championnat français. Nous avons des arbitres de très très bon niveau qui sont également là. Je crois que nous devons travailler comme le fait la Fédération de foot déjà, à utiliser toutes ces ressources-là et qu'on nous donne les moyens ou ne serait-ce qu'une partie de ces moyens-là pour rendre la chose beaucoup plus viable et efficiente. Voilà. Et on va s'intéresser peut-être, parce qu'on parle des seules installations, enfin le seul terrain qu'on a. Est-ce que vous avez pensé à comment programmer les matchs pour que tous ces pays puissent, qu'on puisse tenir dans le temps? 21 où on commence les matchs le 22, on va finir le 30. Comment ça va se passer? Oui, il y a des critères pour héberger une compétition d'un tel niveau. Il faut la surface, il faut que ce soit couvert, etc. Donc, pour le moment, à Lomé, c'est la seule installation qu'on a de ce niveau et qui respecte plus ou moins les normes et les critères. Donc, nous sommes obligés de faire avec. Et nous sommes déjà dans la logique de faire au moins 5 matchs par jour. Très bien. Eh bien, on voulait savoir, on fait partie de la zone 3. Est-ce que certaines équipes ou certains clubs de la zone 3 peuvent participer à d'autres compétitions qui sont de la zone 8 ou de la zone 5? Comment ça se fait? Non. Quand toutes ces zones-là se retrouvent, c'est qu'on est vraiment à la phase finale. Voilà. D'accord. 21, ce serait donc la grande compétition. Votre mot à l'endroit des basketteurs, à l'endroit de ceux qui aiment le basket, à l'endroit de ceux qui veulent savoir ce que c'est que le basket, qu'est-ce que vous leur direz aujourd'hui? Je dirais d'abord pour toute la famille sportive du Togo, ils sont chaleureusement invités pour tous ces matchs et c'est quand même de la valeur. On a 8 pays qui seront représentés pendant une dizaine de jours à raison de 5 matchs par jour, etc. Et je dis également pour ceux qui aiment particulièrement le basket, c'est une façon de voir le basket autrement, d'un certain niveau également. Il y a une formation également de statisticiens qui va se dérouler durant cette période. Et il y a également la réunion du bureau de la zone 3. Donc, il y a les responsables de la zone 3 qui seront également à Lomé vers le 28 pour leur réunion annuelle. Il y aura combien de clubs qui seront qualifiés? Chez les hommes, un club, et chez les dames, un club également. Un club. Franck? Oui, ce que moi, en tout cas, ce que je peux dire pour terminer ce volet, je crois que la fédération doit former également les journalistes à s'enquérir donc des règles donc de cette discipline pour une bonne couverture. Je crois que ça va se trouver sûrement donc dans leur programme. Il faut également amener donc le public à s'intéresser à la chose et également les faire venir donc au terrain pour supporter donc les Togolais par rapport à cette compétition. Monsieur le Président, la doléance est passée. Formation de journalistes. La formation, le mot est lâché. Nous l'avons prévu. Je crois qu'à la conférence de presse même, ça a été dit. Je crois que ce serait autour du jeudi prochain. Et également, nous avons dit que nous allons accréditer le maximum de journalistes en presse écrite, en télévision, en radio et presse en ligne. On va faire le maximum. Merci beaucoup. Nous allons tourner autour de 20-25. Et merci je crois bien. que même le foot ne fait pas autant. Merci en beaucoup. En dehors de ça, je vous informe que l'équipe de presse de la zone 3
sera là avec également une quinzaine de journalistes étrangers. Et je crois que c'est quand même une occasion pour vous de se porter aux confrères internationaux. Et je crois également que FIBA Afrique envoie également 2 journalistes télé. Merci beaucoup, c'est bien. On vous souhaite une très bonne chance, une bonne organisation et une bonne réussite de cette organisation. Merci infiniment, Franck et Apolline, mais nous comptons sur vous également pour que cette compétition ait une très belle visibilité. Merci. J'étais sur le point de dire grande, mais je me dis belle. Belle, c'est très bien. Je rappelle, vous êtes Monsieur Conrad Dabovi, le premier vice-président de la Fédération togolaise de basketball. Merci d'avoir passé sur ce plateau. Merci infiniment à vous. Merci infiniment à LCF qui nous a toujours accompagnés. Et on pense que vous serez toujours avec nous pour de très grandes résolutions et résultats. Merci. On est ensemble. On va parler maintenant du match amical que le Togo a livré mardi dernier contre l'Ouganda. Un match soldé par la victoire des éperviers, 1-0. But marqué à la 31 minutes par Atakora Lalawele. On va faire le résumé de ce match dans ce reportage de Jacques Pekemsi. Gagner et rester dans la même dynamique de victoire pour mieux se rassurer, voilà l'une des idées qu'avaient les poulains de Claude Leroy ce mardi soir au stade de Kégué. Une première partie assez maîtrisée par les éperviers du Togo. La difficulté, c'était la finition. Mais le sourire viendra à la 30e minute avec l'ouverture du score d'Atakora Lalawele. De retour des vestiaires, plusieurs changements sont opérés dans les 2 camps. Des changements qui profitent aux craintes de l'Ouganda, mais ils n'arriveront pas à égaliser. 1-0, score final. Pour préparer ce match, ça a été très compliqué. Il y a des joueurs qui sont arrivés ce matin en voiture, certains de Cotonou, d'autres d'Accra. Donc, il faut leur tirer au contraire un grand coup de chapeau pour tous les efforts qu'ils ont fait, tous les efforts. Alors, il y a encore plein d'insuffisances, mais je voudrais qu'on ne manque pas d'humilité dans ce pays, qu'on sache que il n'y a pas longtemps, il n'y avait toujours pas de championnat. On a vu la qualité d'un joueur comme Hélas, ce soir, qui est vraiment un superbe joueur. Ça nous fait 3 matchs ici. Alors j'espère que ça ne va pas me porter malchance, mais 3 matchs sans encaisser un but. C'est bien de finir des matchs sans encaisser de but, pour les gardiens de but, pour la confiance. 4 locaux ont fait leur apparition dans cette équipe. Claude Leroy évoque la suite des préparations des éperviers du Togo. On va s'appuyer sur ce groupe-là en grande partie. Les arrivées de dernière minute ne m'intéressent pas. Faut se rappeler de ceux qui ont galéré pendant des années. Alors on va travailler. Bien évidemment, on a encore beaucoup de travail à faire pour être au niveau des meilleures équipes africaines. On continue de vivre notre rêve. Le mois prochain, là, on s'attaquera. On commencera à grimper la colline avec le Madagascar en premier. Il y a quand même de bonnes révélations, puis surtout le Maroc au Maroc après, mais bon, il fallait qu'on ait un très très gros avant de partir à la CAN. Bon, moi je suis toujours aussi content du bonheur que j'ai à travailler avec cette équipe-là, avec ce staff-là. Au-delà de tout, la sérénité doit régner au sein des éperviers dans la préparation de cette Coupe d'Afrique des Nations. Emmanuel Adebayor, le capitaine, se réjouit déjà de l'atmosphère qui règne dans le nid des éperviers. Avant le match Tunisie-Togo, Togo-Tunisie, il y a eu beaucoup de problèmes en tête. Je pense que j'ai été vraiment exigeant, j'ai tapé sur la table, j'ai eu à régler tous les problèmes que j'ai eu avec certains joueurs. Et aujourd'hui, je suis très content parce que bon, j'ai poussé un tiers. C'est vrai que peut-être je suis parti un peu loin, mais bon, je dis ce qui est important, c'est que le groupe vit bien. Je suis très content et c'est que j'ai toujours voulu dans ce pays, c'est pour faire avancer les choses, c'est pour qu'un jour, pour qu'on puisse dire Chéri, il a joué 20 ans, ou 17 ans, ou 18 ans en sélection, il a quand même apporté quelque chose de plus en sélection. Dimanche, les éperviers seront encore une fois au stade de Kégué face au Mozambique. Voilà donc le résumé de ce match de mardi. Vous avez compris, avec la voix de l'entraîneur, c'était juste après le match à la conférence de presse. Et donc il avait la voix toute cassée. Toutes nos excuses aussi pour ce son. Nous sommes rejoints sur ce plateau par Madame Edwige Apedo de Nana FM. Edwige, bonjour. Bonjour Apolline, bonjour téléspectateurs de LCF. Nous te souhaitons la bienvenue. Merci. Sur ce plateau. Voilà. On va parler donc de ce match amical international. C'était contre l'Ouganda, on le dit, en préparatif pour la CAN 2017. Match, Franck, qui a été soldé par la victoire des éperviers 1-0. Vous étiez sur le terrain. On va d'abord s'intéresser
s'intéresser à la prestation d'une manière globale des éperviers. Oh, ça a été brouillon. Ça a été un peu brouillon. Et cette rencontre-là de la part donc des éperviers du Togo. Je crois que l'arbre qui cache donc la forêt, c'est ce but donc de Atakora Lalawele et puis cette victoire là à l'issue donc de cette rencontre. Je crois que si c'était le cas contraire, on allait critiquer vivement donc le choix d'abord donc du sélectionneur, le choix également ou bien la position tactique des joueurs et tout. Je crois que cette victoire donc là a caché beaucoup de choses et pour les dernières fois, il faut donc mettre surtout les joueurs à leur poste de prédilection, c'est très important du moment où d'abord le choix a été parti sur Alexis Soumaoro de prendre donc l'axe défensif. Ça n'a pas été très bien géré donc au niveau de l'axe. Bossou a été laissé sur le banc durant toute la rencontre et tout. Je crois que le choix tactique et tout cela mis en place a fait que le match a été pratiquement brouillon au niveau donc des éperviers du Togo. D'accord. On va parler, Edwige, Franck parle de ce choix tactique. On se dit c'est un match amical dans le cadre des préparatifs pour la CAN. Est-ce que ce n'est pas une façon pour Claude d'essayer la polyvalence des joueurs dans cette rencontre? Ça m'amène à me poser une question. Est-ce que c'est le moment d'essayer à trouver une solution? Est-ce que ce n'est pas encore trop tard? Je ne sais pas. Parce qu'on n'a que quelques mois pour se préparer. Mais la dernière fois, moi, je me demandais, c'est maintenant qu'il faudrait perfectionner ce qu'on est en train de faire. Mais aujourd'hui, Claude Leroy essaie de réajuster et de trouver son équipe parce que ce n'est pas encore le cas. L'équipe type de Claude Leroy n'a pas encore de squelette. Parfois, chaque équipe là, il faut avoir une squelette et c'est sur ça qu'on se base pour faire des changements. On a besoin de tel renfort, on a besoin de tel doublon. Ça n'a pas été le cas la dernière fois. C'est peut-être, on peut lui accorder ce bénéfice-là parce qu'il a eu d'autres arrivées, les nouveaux venus. Donc, je vais parler d'Ilas Bebou et Razak Boukari qui a pris assez de poids. Razak, ça fait plus de 3 ans qu'il n'a plus regagné la sélection. Donc, avec ses blessures en club, ça fait qu'il n'était pas en forme tellement. Ilas Bebou, on a positionné à une place il était pratiquement offensif sur ce match-là, mais ce n'est pas son poste. Vous allez voir, quand on l'a réajusté en seconde partie, il était à l'aise. Et il nous a bluffé, il nous a réjoui la dernière fois quand on l'a repositionné. Il a dit qu'aujourd'hui, il faut que Claude Leroy essaie d'avoir une équipe type. C'est sur cette base-là qu'on va travailler. Mais si c'est de continuer comme ça, on aura peur, très peur, parce qu'on se demanderait est-ce qu'on peut arriver devant avec les chapeaux qu'on a eu là. Est-ce qu'on peut y arriver? On n'a pas encore le tirage, mais on a des doutes parce qu'on peut rencontrer des nations, des plus grandes nations. Mais est-ce qu'on peut y arriver avec ce que Claude Leroy est en train de faire? C'est l'interrogation. Voilà. Est-ce que cette intégration, je reviens toujours à son remaniement, si on peut dire, de son effectif, aux différents postes qu'il a changé. Parce que vous avez parlé de Alexis Romao qu'on a ramené en défense, Ilas Bebou qui est plus offensif, Adebayor qu'on a mis plus en arrière dans l'axe. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Claude n'est pas dans cette vision? Parce qu'on le sait, il n'a pas eu assez de matchs. On va dire, quand il est arrivé, à peine 4 matchs qu'il a eu. Est-ce que ça n'explique pas qu'il n'a pas encore sa squelette ou son schéma ou son équipe type? Avoir la composition donc de la sélection la dernière fois, on se dit qu'il est en train donc de se chercher. Donc il est en train de se chercher, il n'est pas satisfait donc d'abord de la combinaison entre Ouro Akoriko Sadat et puis Serge Akakpo. En temps, il a changé Serge Akakpo, il a mis Bossou Vincent et puis Ouro Akoriko Sadat. Je crois également qu'à l'issue donc de cette rencontre, il n'a pas été satisfait donc de cette composition au niveau donc de notre charnière défensive. Il a encore changé pour voir si Jacques Alexis Romao peut également répondre par rapport à ce secteur donc de l'équipe. Je crois que le profil de Jacques Alexis Romao ne correspond pas bien donc à ce secteur donc de l'équipe. Mais quelque part en club, on le voit jouer un peu. Oui, on le voit. Oui, il faut des consignes parce que Jacques Alexis Romao est un cogneur. Alors que si vous jouez donc dans ce secteur donc de l'équipe et que vous êtes cogneur, vous allez commettre des fautes bêtes. Et des fautes bêtes, soit dans la surface puisque vous êtes très en bas, soit
à la lisière donc de la surface. Il en a commis une. Je crois que Jacques Alexis Romao, son profil ne correspond pas donc à ce secteur donc de l'équipe. Donc il faut trouver une autre personne carrément, un autre joueur. Je crois également que Serge Akakpo le fait très bien. Il faut seulement lui parler parce que Serge Akakpo, il est très intelligent. Il jaillit également bien, il anticipe également bien, il dirige, il est le patron donc de la défense, donc il dirige. Ouro Akoriko Sadat va ici, suit donc l'adversaire, il vient ici, donc c'est ça un rôle d'un libéro. Vous savez, lorsque vous êtes dans ce secteur donc de l'équipe, il faut être quelqu'un qui est propre, il faut parler beaucoup, il faut ramasser donc les ballons perdus, il faut anticiper et tout. Je crois que Serge Akakpo le fait très bien, mais du moment où on dit que Serge Akakpo ne répond pas donc à ce poste, je crois que il va falloir trouver donc un autre joueur carrément. Ça ne devait pas être Romao à ce poste, ou bien même laisser Bossou Vincent donc occuper le poste parce que il s'entend bien également avec Ouro Akoriko Sadat, même si des fois on ne reconnaît pas le vrai patron donc entre les deux, il s'entend également bien avec Ouro Akoriko Sadat. Donc il faut que c'est un peu le moment donc de se chercher parce que nous sommes à 3 mois, 4 mois donc de la compétition. Il faut avoir déjà une équipe en tête et je crois qu'à partir donc de ce match contre le Mozambique, on verra pratiquement les titulaires qui seront donc à ce poste, sinon chercher un autre Togolais qui n'est pas encore dans les 49 et mettre donc à ce poste. À ce poste, voilà. Mais il faut juste dire que Alexis Romao n'est pas habitué à ce positionnement en sélection. Même si un club, il joue. Des fois, il dépanne. Il dépanne. Voilà. Et ça dépend du système du manager, de l'entraîneur en club. Mais ici, en sélection, il n'est pas habitué à rester dans l'axe, en défense. Non, ce n'est pas le cas de Jacques Alexis. En milieu de terrain, et il se bat, il ramasse tout le monde, il récupère le ballon. Mais à ce positionnement-ci, il ne va rien donner, il va que faire. Peut-être, moi je craignais la dernière fois même qu'il fasse un penalty, mais heureusement pour nous, il ne l'a pas fait. Donc il ne faudrait pas qu'on le place à ce niveau. Vous avez parlé d'Adebayor, Apolline Adebayor qui était en pointe. Les premières minutes du jeu, il marchait selon moi. C'est comme s'il se cherchait, il ne savait pas à quel niveau jouer. Bon, est-ce que ça veut dire qu'il n'avait pas le ballon qui ne l'arrivait pas ou pourquoi? Comment peut expliquer ça? Moi, je pense qu'Adebayor aujourd'hui, avec son niveau, on sait qu'il n'a pas de club. Aujourd'hui, Adebayor, physiquement, oui, il essaie de tenir. Mais ce n'est plus Adebayor que nous, on a connu. Ce n'est plus Adebayor qu'on a connu en sélection lors des CAN précédentes et autres. Mais il faudrait que les entraîneurs repositionnent Adebayor. Pourquoi pas le ramener en milieu de terrain? Adebayor fait le travail en milieu et d'autres personnes en pointe. C'est ce qu'il a besoin aujourd'hui. Pas en pointe parce que ça lui dérange, parce que physiquement, il ne tient pas. Il faut le repositionner, je pense. Oui, mais peut-être vous me permettez de poser cette question par rapport à son poste qu'il a occupé mardi dernier. Mais on avait l'impression à un moment qu'on lui demandait trop de travail, qu'il n'arrivait plus à produire, à faire finalement un travail. Oui, on se pose également la question si effectivement Adebayor a reçu des consignes donc avant de rentrer sur le terrain. Moi, je dis pratiquement non parce que c'est vrai, on lui a dit donc d'occuper le secteur offensif, d'être l'avant-centre, le premier attaquant donc de l'équipe. Mais des fois, on le voyait pratiquement au niveau donc de Raza Boukari. Donc, il piétinait pratiquement Raza Boukari. Ce qui fait que Raza Boukari n'est pas arrivé donc à s'exprimer correctement comme il le fallait. Emmanuel Adebayor, par rapport à son talent, par rapport à son profil aujourd'hui, doit être le second, ou bien doit être en bas de l'avant-centre. Donc, normalement, on devait le positionner comme ça et ne pas laisser le défenseur, c'est-à-dire le stopper, le coller directement. Donc, il pourrait en ce moment décrocher, avoir des ballons, faire de petites passes et puis donc faire des mouvements donc au dos donc de la défense. Je crois que si on le positionne, on le parle comme ça, je crois qu'il va bien s'exprimer par rapport à son talent, par rapport à sa vision donc de jeu, par rapport même. Vous savez que ces derniers moments, il a été pratiquement le seul passeur donc de la sélection nationale. Contre Djibouti, il en a fait 3. Contre l'Ouganda, la dernière fois, c'est lui qui a également transmis le ballon donc à Takora Lalawele. Je crois que également Adebayor est très fort dans les passes, même en club, il en faisait énormément. Il n'est jamais été donc avare
Donc Emmanuel Adebayor restait donc en pointe directement, je crois que non, mais il peut être décalé, être donc le second attaquant, et à partir de là, il peut faire des passes, et si même il trouve des occasions, il peut mettre le ballon donc dans les filets. Très bien. On se dit les deux équipes, le Togo et l'Ouganda, ils se préparaient parce que c'est les éliminatoires aussi de la Coupe du Monde. Et il y a aussi le capitaine ougandais qui a tiré aussi des leçons après ce match. On va juste l'écouter en quelques secondes. There's a lot of things we have to improve. There's a lot of things we learned today and we're going to take it another step. Bien, nous avons perdu cet après-midi. Nous avons constaté beaucoup de dysfonctionnements que nous allons nous employer à améliorer. Ils disent qu'ils ont aussi constaté certaines imperfections qu'ils ont améliorées. On va dire que certainement ils ont amélioré parce qu'ils ont fait un match nul au Ghana hier. Oui, tout à fait. Vous savez, il faut également dire que le jeu que le Togo a produit la dernière fois, c'était également face à une équipe ougandaise bien en place. Parce qu'aujourd'hui, ils avaient un match contre le Ghana. On parle du Ghana, des Black Stars. Donc, ils se sont préparés, ils sont là pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Ils nous ont éliminés, mais il faudrait qu'ils se préparent pour jouer contre le Ghana. Oui, ils ont eu quelques dysfonctionnements au niveau de l'attaque parce qu'ils avaient eu des opportunités pour marquer, mais ils n'ont pas pu le faire. Et ils ont corrigé ça. Et en défense également, ça a été le cas. Vous allez constater que hier, contre le Ghana, ça a été dur pour les Ghanéens, même si eux, ils ont eu des occasions et ils n'ont pas pu les concrétiser. C'est un match nul qu'ils arrêtent, c'est une victoire pour eux parce qu'ils sont en déplacement. D'accord. Mardi, on a vu quand même une équipe ougandaise qui est en forme, qui se repositionne bien. Vous savez, ça fait pratiquement 2 ans que ce sélectionneur à la tête donc de cet Ouganda. Ça fait également très longtemps que cette équipe-là était ensemble. Donc, ils se connaissent bien donc dans cette formation. Et également, ce sont des joueurs qui évoluent pratiquement sur le continent. Donc, cela veut dire que leur regroupement se fait à temps. Et par rapport à leur style de jeu, ils sont rigoureux, ils sont physiquement, athlétiquement bien en place et tout cela. Donc, ils ont énormément causé de problèmes donc à la sélection du Togo. Vous allez voir que dans les duels, les Togolais restent plus au sol que les Ougandais. Donc, ils sont à l'air. donc c'est une équipe qui est bien bâtie physiquement. C'est une équipe qui joue souvent 3 ou bien 4-3-3, d'accord, 4 défenseurs, 3 milieux et puis 3 attaquants. Mais par rapport à leur chemin la dernière fois, ils avaient joué un attaquant parce que ils sont en phase défensive puisqu'ils sont en déplacement au Ghana. Donc le coach a dit, moi j'ai suivi une interview donc sur le site kao.com. Le coach a dit qu'il voulait voir 3 dispositions par rapport à ce match amical. Maintenant qu'il a vu 2, mais seulement la dernière n'a pas fonctionné. C'est cette dernière-là, justement, sur cette dernière que le Togo a marqué et il le disait. Donc également, il n'a pas placé également tous ses meilleurs joueurs. Hein. Par exemple, celui qui a été donc le capitaine contre le Ghana, qui est Denis Onyango, qui est le gardien donc de cette formation, ce n'était pas lui, c'est plutôt Omar qui était donc Omar Jamal qui était dans la perche. Il y a également certains joueurs qui n'ont pas évolué contre le Togo. Je crois que quand même c'est une très belle équipe de l'Ouganda qu'on a vu et également c'est un sélectionneur qui est très intelligent également parce que quand vous voyez un peu la composition par rapport au Ghana, il n'a pas titularisé le capitaine, il a mis donc sur le banc de touche, donc avant de le faire entrer. Donc c'est très important. Lorsque vous avez un groupe, il faut connaître le groupe, il faut connaître la mentalité du groupe, il faut connaître également les adversaires et tout. Je crois que c'est ce qu'ils ont fait pour avoir ce match nul contre le Ghana. On va s'intéresser, c'est vrai, si vous nous suivez, on va parler de l'invité, parce qu'on a eu après cette rencontre, nous avons eu à rencontrer Claude Leroy pour lui poser des questions par rapport à ces changements, enfin repositionnement des joueurs et tout. On va donc prendre l'invité. Bonsoir Claude. Bonsoir Apolline. Premier match dans le cadre des préparatifs pour la CAN 2017. Le Togo l'emporte à domicile 1-0. Satisfait? Oui, satisfait de battre l'Ouganda, qui avait battu 2 fois le Togo dans les éliminatoires de Coupe du Monde et qui est une équipe cassée dans les 60e.
Donc c'est toujours bien quand on gagne sans prendre de but, avec une équipe qui a joué très très sérieusement contre nous, très engagée. Après, on a encore beaucoup de domaines où il faut qu'on travaille. On sait qu'on est très loin du très très haut niveau, mais on est tellement heureux déjà d'être qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations que pour le moment, tout ça suffit à notre bonheur. Ce match vous a permis de voir les possibilités d'expression des joueurs, également de roder votre équipe et de revoir votre effectif. Est-ce que c'est ça qui explique le repositionnement des joueurs, de certains joueurs? On prend le cas par exemple de Alexis Soromao, que vous avez ramené dans la défense. Non, mais moi, je suis coutumier de ce genre d'expérience. On est là en pleine recherche en ce moment pour savoir exactement comment trouver le meilleur équilibre pour les éperviers. Il pourrait y avoir d'autres expériences, par exemple, Boukari, même si lui n'en est pas convaincu, je suis sûr que ça peut devenir un défenseur extérieur exceptionnel. Ça m'est très souvent arrivé. Vous savez, l'équipe du Cameroun de 88 qui était championne d'Afrique, il y avait dans cette équipe 8 attaquants au départ, que j'avais reconvertis comme défenseur. Stéphane Tato était un avant-centre, Massing était un avant-centre, tous ces joueurs, Koundé était un numéro 10 et je l'avais transformé en libéraux. Donc moi je suis toujours en train d'essayer de rechercher à quel positionnement peut correspondre un type de joueur pour qu'on ait la meilleure qualité technique dans une équipe. Donc oui, ces matchs servent, c'est pour ça que j'ai fait autant de changements, c'était pour bien montrer que c'est pas le résultat qui prédominait, même si on avait quand même envie de gagner, mais c'est pas tout pour le résultat. Il faut absolument que je vois tous les joueurs à des postes un petit peu spécifiques pour eux, pour pouvoir être sûr, si tant est qu'on puisse être sûr dans le monde du football, de mes choix quand il faudra que je donne la liste des 23, parce que à l'arrivée, il va falloir donner une liste de 23. C'est le moment le plus dur pour un entraîneur, pour un sélectionneur, c'est de se priver de certains visages, de certains sourires, de gens de qualité, mais il y a des choix à faire et on ne peut pas faire autrement. Donc je veux avoir des garanties, des certitudes avant de faire cette liste. D'accord. Alors, dans votre témoin de mardi dernier, quel était le rôle justement de Adebayor? C'est un électron libre. En ce moment, lui, comme il manque de temps de jeu, il a besoin de beaucoup courir. Donc il ne peut pas se contenter de rester fixe devant à attendre les ballons, parce que ce qu'il faut, c'est qu'il retrouve de la qualité athlétique, même s'il a fait énormément d'efforts en s'entraînant tout seul, mais rien ne remplace la compétition. Il manque de matchs chez lui. Donc il a besoin d'essayer de gambader le plus possible sur le terrain, d'offrir des solutions, de venir décrocher un petit peu pour permettre à des joueurs de partir dans son dos, ce qu'on a quelquefois très bien fait. Mais c'est pour ça que je le laisse jouer tout le temps, même s'il était cuit en fin de match, parce qu'il n'a pas 1h30 de haut niveau dans les jambes, mais même s'il était cuit en fin de match, j'ai voulu le garder sur le terrain, parce que ça va lui faire gagner un petit peu de temps dans la préparation de la Coupe d'Afrique, et puis pour le prochain club où il va signer. Voilà, donc nous, comme on joue à deux attaquants, où il est quelquefois en position axiale fixe, et on tourne autour de lui, où il y a un joueur qui se déplace dans les intervalles, et lui tourne autour de ce joueur en venant essayer de récupérer des ballons un peu plus bas pour relancer sur notre jeu extérieur. D'accord. Et on a vu aussi que Claude l'avait positionné d'une manière un peu derrière Ilas Bego, Ilas qui était en pointe. Est-ce que selon vous, le joueur, en le mettant en pointe, a pu s'en sortir dans ce schéma? Non, c'est pour ça que justement, il faut voir les joueurs dans différentes positions, pour savoir exactement au moment où la compétition va démarrer, où on a les meilleures garanties avec les joueurs. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Et Ilias, son véritable poste de prédilection, où pour moi il est le meilleur, c'est milieu extérieur droit. Mais bon, il y a déjà Mathieu de Séville qui joue dans cette position. N'oublions pas qu'au niveau axial ou sur les attaquants, on avait Haïté qui était absent, Lada qui était blessé, Sounou qui n'est pas venu, et Serge Gakpé qui était blessé. Donc sur 4 joueurs, 3 sûrs plus 1 potentiel comme Gilles Sounou, on avait un déficit chez les attaquants énorme pour cette rencontre. Les gens oublient un petit peu vite. Ils regardent ceux qui jouent, mais il faut surtout aussi toujours penser à ceux qui ne jouent pas. Il y avait beaucoup de talents offensifs togolais qui n'étaient pas sur la pelouse mardi, parce qu'ils avaient pour des problèmes encore administratifs. Et je n'ai pas parlé de Peña Blapa, qui lui ne pouvait pas être sur le terrain puisque la FIFA nous l'avait interdit. Donc vous vous rendez compte, ça fait 5 joueurs offensifs très importants que je n'ai pas pu aligner.
ce qui est considérable pour une équipe comme le Togo. Donc il a fallu un petit peu se débrouiller avec l'effectif que j'avais à ma disposition. D'accord. Et on va parler de ces changements que vous avez fait en second pilote. Comment vous les avez gérés? Tout simplement, il savait, par exemple, Mathieu de Séville, avant le match, savait qu'il ne ferait qu'une mi-temps parce qu'il vient de faire 7 matchs en 21 jours. Donc il a été très utilisé en championnat et en Ligue Europa. Donc il a besoin, lui, d'un petit peu de repos, par contre. À l'inverse de Chelia Adebayor, à l'inverse d'Alexis Romao qui a fini complètement cuit parce que lui aussi n'a pas joué depuis très longtemps. Depuis qu'il est à Olympiakos, il a très peu de temps de jeu, donc je l'ai laissé aussi le plus longtemps possible, jusqu'au moment où il était complètement cuit. Et Serge Akakpo, par exemple, savait avant le match qu'il rentrerait à la mi-temps, en deuxième mi-temps, qu'on changerait les deux défenseurs centraux pour voir un petit peu dans ce domaine-là où quelquefois on a été mis en difficulté dans les derniers matchs, quelle était la meilleure association possible pour préparer l'avenir. On manque curieusement de métronome au milieu du terrain, un dépositeur du ballon. Est-ce que Claude, vous en êtes conscient? Je ne sais pas ce que ça veut dire un métronome. Celui qui peut posséder le ballon au milieu du terrain. J'ai jamais bien compris. Quand on joue avec deux milieux défensifs, deux milieux extérieurs et deux attaquants axiaux, il n'y a pas de place pour un métronome. C'est pas ça. C'est-à-dire que tous les joueurs sont des métronomes. Alternativement, il faut qu'ils aillent créer des espaces, il faut qu'ils rentrent dans les intervalles. Ce qui est important dans une équipe de football, c'est les bons footballeurs. Les joueurs qui jouent juste la dernière passe, qui sont capables de délivrer dans le dos des défenseurs adverses, qui sont capables de trouver des espaces dans le contre-pied. Donc, les métronomes à l'ancienne, vous me parlez, cher ami, d'un football du 19e siècle. Barcelone, il n'y a pas de souci. Barcelone, depuis que Xavi n'est pas là, a des métronomes extérieurs. Il n'y a pas un métronome axial. Messi est un joueur extérieur. Iniesta est aussi un joueur extérieur qui est partir souvent sur le côté gauche. Il y a plein d'équipes dans le monde qui n'ont plus ce numéro 10 à l'ancienne dont rêvaient nos parents ou nos grands-parents, mais qui sont quand même un petit peu surannés dans le football actuel. Dans le football actuel, il faut beaucoup de joueurs offensifs. Il faut être porté sur l'attaque. Ce que j'ai regretté dans le match de l'Ouganda, c'est qu'on n'ait pas trouvé assez vite de la profondeur. On a souvent essayé de bâtir notre football, de construire notre football comme je le veux, à savoir préparer notre football, faire de la fabrication. Mais il nous a manqué quelquefois ces petites passes dans le contre-pied, ces petites passes dans le dos des défenseurs pour trouver plus vite des positions offensives et des situations dangereuses de 2 contre 1. Ça nous manque encore, mais c'est le plus difficile à trouver. Et il faut quand même savoir qu'avant ce match, il y a des joueurs qui étaient arrivés le matin, qui ont joué le match l'après-midi, il y a des joueurs qui avaient joué dimanche, même des locaux. Donc je trouve qu'ils ont fait un match énorme dans le domaine de la dépense athlétique par rapport au peu de certitude qu'on avait sur leur qualité athlétique avant le match. Oui. En tout cas, vous avez touché une autre inquiétude parce qu'on a constaté que... Les inquiétudes, vous avez beaucoup. Oui, vous devez être très positive au contraire. Hein. Bon, d'accord. On parlait donc de rythme sur les contre-attaques. On se rend compte que c'est un rythme un peu lent, puisqu'on n'arrive pas à vite aller pour confondre et prendre au dépourvu les adversaires. Est-ce que là, vous travaillez sur cet aspect aussi? On travaille tout le temps, c'est la base de mon football, hein. Savoir du jeu extérieur, trouver du plus sain extérieur, savoir avec des défenseurs extérieurs qui soient Djenné ou Kouloum ou Karissi Genour ou Gaffard, enfin, peu importe qui jouera sur le côté, mais qui vient porter le danger dans des relations entre l'attaquant extérieur et le défenseur extérieur pour créer ce que les Anglais appellent l'overlapping, partir dans le dos, ou le dédoublement, on pourrait parler plus simplement en français, partir dans le dos de l'attaquant qui rentre intérieur, qui libère un espace. On ne fait que travailler tout ça, mais on n'a eu que quelques heures pour pouvoir travailler. On aura un peu plus de temps, et pas beaucoup de temps, hélas, la CAF ayant avancé la date de la Coupe d'Afrique des Nations, ce qui est une catastrophe pour les entraîneurs, parce qu'avant on avait à peu près 20 jours de préparation, maintenant on aura une douzaine de jours. Ce qui n'est pas bon, mais paraît-il, il faut faire toujours plaisir aux clubs professionnels européens, qui eux nous font rarement plaisir. Donc, oui, on a besoin de beaucoup travailler, mais vous savez, il n'y a pas très longtemps, on n'imaginait même pas qu'on aurait à préparer une Coupe d'Afrique des Nations. Donc, on va préparer ça sereinement. On sait qu'on démarre, on est 16e du classement. Et puis, on va essayer de grappiller quelques places. Il ne faut pas raconter n'importe quoi aux supporters, il ne faut pas leur faire croire n'importe quoi.
On a une équipe qui peut avoir de la qualité, mais il faudra du temps. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est ce que je disais aux joueurs hier, il y a 4 paramètres dans le football, c'est le paramètre physique, le paramètre technique, le paramètre tactique et le paramètre mental. Et que sur tous ces paramètres-là, on est en progression en permanence. Donc, qu'on garde notre humilité, notre simplicité et notre formidable solidarité. On a un autre match face au Mozambique. Ce serait dimanche prochain. À quoi alors va-t-on s'attendre? Il faudrait montrer une petite progression, qui a un peu moins de déchets techniques, qui a un peu plus de mouvement, un peu plus de mobilité. Là, la fatigue jouera quand même beaucoup moins que face à l'Ouganda. Les joueurs ont digéré leur voyage. Donc, on devrait être un peu plus présent dans une équipe qui est très tonique, qui a beaucoup de puissance, hein, qu'on a pu voir sur la vidéo dans ces derniers matchs. Donc, ça va être un test encore très intéressant pour les éperviers. Bien évidemment, on aimerait bien continuer de gagner nos matchs à la maison parce que ça nous permet de capitaliser de la confiance. Ça permet aux joueurs de plus en plus convaincus. Ils doutaient tellement. Vous savez, les joueurs avaient un petit peu une espèce de chape de plomb sur la tête au départ. On sent qu'ils commencent à se libérer. C'est dommage qu'on n'ait pas tous les joueurs qu'on aurait voulu. C'est dommage, bon, on va le répéter, que Blapa, que Gakpé, que Soulou, que Haïté ne soient pas là. Mais bon, ça va être à ceux qui vont jouer de montrer qu'ils sont indispensables. Et à la fin, il y aura une liste de 23 et qui s'appuiera sur les certitudes, pas de ce qu'on me raconte ou de ce que je lis dans les gazettes ou de ce que certains journalistes ont des enfants chéris parmi l'effectif, mais de ce que j'aurais vu moi à l'entraînement et sur le terrain. Mon seul critère, c'est ce que je vois pendant les matchs et à l'entraînement. Tout le reste, tous les discours, ça m'intéresse. Pour le cas Blapa, on espère avoir la CAN, certainement. Je pense que pour les matchs du mois de novembre, son problème sera réglé. C'est juste un problème administratif, et puisqu'il a joué dans les équipes de jeunes en Allemagne, il faut qu'il dénonce sa nationalité footballistique allemande pour bien dire et confirmer qu'il prend la nationalité footballistique togolaise qu'il a décidé de faire. Donc on peut, moi je n'aime pas trop toujours plein de certitudes, mais à 99%, on peut penser qu'il sera là pour les 2 prochains matchs du mois de novembre. Réellement, quelles sont vos ambitions pour la CAN? Les ambitions, moi, je ne répondrai pas la chose, à chaque match suffit sa peine, on verra toutes les portes ouvertes qu'enfoncent tous ceux qui sont interviewés après chaque match. Non, ce qu'on veut, c'est montrer, l'ambition, c'est de montrer une image très positive des éperviers du Togo. Donc, montrer, je crois que toutes les équipes que j'ai dirigées dans ma carrière ont toujours été des équipes joueuses, offensives, ayant envie d'attaquer, ayant envie de conquérir quelque chose. Donc, moi, je vais garder tous mes principes de jeu, bien évidemment, que j'ai depuis toujours, hein, sur un football cohérent, un football technique, un football châtié le plus possible, avec touche de balle, avec des dribbleurs, des prises de risque dans les 30 derniers mètres, une équipe bien organisée tactiquement, voilà. Le 19 octobre prochain, ce sera le tirage pour la CAN. Est-ce que vous avez certaines équipes sur lesquelles vous ne souhaiterez pas tomber? Non, il n'y a pas à craindre qui que ce soit. Non, dans une compétition comme ça, vous savez, moi, la dernière CAN, on était aussi les derniers qualifiés. On jouait contre le Burkina avec le Congo. Burkina qui était le vice-champion d'Afrique, la Guinée équatoriale, le pays organisateur, et le Gabon qui était un des grands favoris de la compétition. Et à l'arrivée, on a fini premier du groupe, les seuls de tous les groupes avec 7 points. Donc, les pronostics, en général, sont battus en brèche. Ce qu'il faut, c'est qu'on fasse comme on a toujours fait, c'est-à-dire d'avoir peur de personne, avoir beaucoup de respect pour tout le monde, beaucoup de respect. Et bien évidemment, il y a des équipes qui paraissent un peu les épouvantails actuels de la compétition, à savoir que le Sénégal, l'Algérie, 1 degré moins le Mali, mais aussi la RDC, sont des équipes avec un très fort potentiel, avec le Maroc de mon ami et ancien adjoint Hervé Renard, c'est-à-dire qu'on sait que lui aussi maîtrise bien avec un effectif de grande qualité, donc il y a des équipes qui vont être très très compliquées à jouer pour nous au stade où on en est, parce qu'on est quand même très près de la compétition maintenant, mais on les jouera avec plein d'ambition, et croyez-moi, on ne se recroquevillerait pas tous derrière pour
pour assurer une petite défaite et tout. Non, on jouera conquérant, avec l'envie de marquer des buts, de gagner des matchs, de prendre des risques. Mais il y a quelques équipes qui, dans cette compétition, cette année, paraissent au-dessus du lot, même si la Côte d'Ivoire n'est peut-être plus tout à fait comme avant, parce qu'il y a les départs de Didier, les départs de Yaya, de Kolo. Donc il y a des joueurs leaders qui ont disparu de cette équipe. Elle reste quand même de grande qualité, puis elle est dirigée par un entraîneur qui est quelqu'un de très bien. L'Égypte n'est pas tout à fait revenue à un haut niveau, mais c'est une bonne équipe. Le Ghana n'est pas forcément au même niveau que le Ghana que moi j'ai eu la chance de diriger, qui était une équipe qui aurait mérité d'être championne d'Afrique, parce qu'on avait un talent incroyable. Bon, en ratant un match, ça nous a échappé, mais donc on sait que ça va être très costaud un petit peu partout. Ce qu'il faut, c'est, on ne sait pas quand on démarrera, ça sera défilé le 19 octobre, si on va démarrer le 14, le 15, le 16, le 17, ça sera de ça, ces 4 jours. Pour nous, le plus tard on démarrera, mieux ça vaudra, parce que ça nous laissera 1, 2 ou 3 jours de plus de préparation. Donc comme on est vraiment en déficit de préparation, plus on démarrera tard, plus on sera content. Mais peut-être que le tirage au sort va nous dire match d'ouverture le 14 octobre. Et dans ce cas-là, il faudra être prêt aussi le 14 octobre. Vous l'avez dit tout à l'heure, pour terminer, parler de Chéhi pour prochain club. Est-ce que Chéhi est sur une piste Oui, il est sur plusieurs pistes. Une piste sûre? Ah, sûr. Moi, je ne suis pas son agent. Puis moi, je ne veux pas lui mettre la pression, lui demander tout le temps, alors tu as trouvé un club, parce qu'il n'y a rien de plus désagréable. Je sais qu'il a refusé, parce que des gens m'avaient contacté. Il a refusé beaucoup de propositions qui ne l'intéressaient pas, qui auraient été très lucratifs pour lui, mais dans des championnats qui n'étaient pas des championnats de très haut niveau, donc ça ne l'intéresse pas pour le moment. On connaît l'épisode lyonnais, le manque de courtoisie de l'Olympique lyonnais à son égard, avec un entraîneur que moi je ne connais pas personnellement, que aussi je respecte beaucoup, mais qui l'a fait venir en sachant, avant même de le faire venir, qu'il n'en voulait pas. C'est pour ça que je me suis mis en colère dans cet épisode des Bailleurs à Lyon. C'était un entraîneur peut très bien dire, moi j'ai pas envie d'un joueur comme des Bailleurs, je veux un autre joueur. Mais on ne fait pas déplacer chez Yann des Bailleurs de Lomé à Lyon en sachant au départ qu'on n'en veut pas. C'est très inélégant, c'est très discourtois, et c'est pour ça que ça m'a mis en colère. Merci Claude. Merci beaucoup à vous, et puis aidez-nous, on a besoin d'un bon coup de main de tout le monde, sans complaisance. Moi, je n'ai jamais demandé à des journalistes d'être complaisants, mais c'est vrai que les joueurs ont besoin d'indulgence à leur égard, parce que c'est vraiment un groupe très très chouette, c'est vraiment un groupe très agréable à diriger. Et on bosse beaucoup, mais on bosse avec une bonne ambiance, et c'est un bonheur de travailler avec ce groupe-là. Merci bien. Voilà donc l'entretien avec Claude Leroy. Franck, on va dire d'une manière générale, Claude est satisfait quand même de la prestation ou de la victoire, puisque c'est soldé la rencontre avec l'Ouganda, est soldé par une victoire. Il est quand même satisfait. Oui, laissez-moi vous dire que vous avez fait un bon boulot, donc d'aller chercher Claude dans son appartement. Merci bien. Par rapport à la victoire, je crois que de toutes les façons, c'est bien pour le Togo, parce qu'il faut gagner pour se mettre en confiance. Vous savez, les gens disent que ce match pour la qualification, c'est parce que c'est Djibouti et tout cela. Je crois qu'on a eu en face un bon adversaire qui a été donc l'Ouganda. On a battu donc l'Ouganda. C'est bien pour le Togo et c'est bien pour la suite donc des préparatifs. Claude est satisfait, tout le public sportif également est satisfait. Ce que j'ai retenu par rapport donc à cet entretien, c'est le fait qu'il disait qu'il restait pour lui un milieu de terrain qui puisse donc faire des passes, tout cela. Je crois que c'est très important ce qu'il a fait sortir, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas un milieu de terrain qui puisse donc déposer le ballon derrière la défense, le ballon chercher donc les espaces pour mettre le ballon là-bas. Donc c'est important, c'est ce qui manque actuellement donc à cette sélection du Togo. Sur ce sujet ou bien sur ce point, je crois que on peut essayer donc certains joueurs pour voir si effectivement ils peuvent le faire. Par exemple, je prends Mani, par exemple, Mani Sapoul.
C'est un milieu de terrain qui essaie donc de varier le jeu, de calmer le jeu, de donner donc un rythme donc au jeu. Je crois que c'est très important si on peut l'essayer. Derrière donc Mani Sapoul, il y a également Wome Dove qui est là, même si actuellement il est blessé, on peut également l'essayer. Au fait, le titulaire donc ou bien le dépositaire donc de ce jeu reste Floyd Ayité. C'est peut-être parce qu'il n'est pas là, c'est pour cela qu'on n'a pas trouvé donc celui qui devait faire jouer ce rôle-là. Donc c'est très important ce qu'il a soulevé. Effectivement, moi aussi j'ai souligné également ceci parce qu'il n'y a pas véritablement un milieu qui puisse déposer le ballon derrière la défense. Oui, comme on le dit aussi. On n'a pas un meneur tout à fait. Voilà, parce qu'on dit le match se gagne en milieu du terrain. En milieu de terrain, on a besoin d'un meneur qui oriente le jeu du Togo, un meneur qui garde le ballon quand il le faut, un meneur qui lâche, qui donne des passes comme Franck vient de le dire. Il a donné le nom de Mani Sapoul. Oui, Mani peut faire l'affaire. Même avec Floyd, moi je ne suis jamais satisfaite quand Floyd est en sélection parce que c'est le joueur le plus paresseux quand il vient en sélection. Il ne donne qu'un peu. Le minimum, quoi, c'est bon. Alors, il triche, quoi. C'est le joueur qui triche quand il vient en sélection. Floyd, c'est un bon meneur pour le Togo. Quand il est là, c'est qu'au milieu de terrain, on doit être dominant. On doit le sentir. Non, je parle de Floyd Ayité. Mais quand Floyd vient, il ne donne qu'un peu et puis basta, c'est fini. Mais en club, vous voyez que c'est tout ce qu'on lui demande en sélection, c'est ce qu'il fait en club, il se donne à fond. Mais quand il vient en sélection, ce n'est pas le cas. Est-ce qu'il est plus rassuré en club qu'en sélection? Mais il faut même si vous rassurez en club, il faut le faire également en sélection. Quand on vient en sélection, c'est pour sa nation. On se donne à fond. Donc vous voyez, la dernière fois qu'on était à Monrovia, c'est ce qui a manqué au Togo en milieu de terrain. Mais Floyd était sur le terrain. Il ne l'a pas fait, il le faisait. On attendait qu'il sorte son jeu. Mais il faisait que l'appareil sur le terrain. Malgré qu'il a marqué, Claude Leroy a dit, viens rester sur le banc. Vous voyez, donc il faudrait ce meneur, on a besoin de ce meneur, ce dépositaire-là en milieu de terrain, ce patron, quand il est là, on est satisfait. Et ce patron également en défense. Parce qu'aujourd'hui, si Akakbo n'est pas là, on n'a pas de patron en défense. On n'a pas quelqu'un qui parle en défense. Quelqu'un qui dit, vous allez voir qu'il y a eu accrochage entre Agassa et ça date le plus souvent. Agassa aussi ne parle pas quand il est dans les buts. Parfois, il y a ces sorties, quand tu sors, si tu es un gardien, tu sors, tu vois que ton défenseur également, il faut parler. Il n'y a pas de communication. Il faut un patron également en défense. Et je pense que Akakpo le fait très bien. Mais quand il n'est pas là, il faut trouver un doublon. Il faut se dire que quand lui n'est pas là, il y a un second patron. Voilà. Très bien. On va s'intéresser à Atou Franco, je crois. Oui, Atou Franco, à un moment, on l'a ramené à la récupération. On a vu que son entrée a donné quand même une bouffée d'oxygène à toute l'équipe, non? J'ai été surpris par ce joueur la dernière fois. Vous savez, c'est pratiquement la première fois donc qu'il fait son apparition au niveau de la sélection et souvent et surtout devant le public de Kégué. Vous savez, c'est pas aussi évident quand on lance pour la première fois un joueur devant son public. Donc, ce qui m'a un peu touché, c'est que il n'a pas été surpris, il ne s'est pas dit voilà que il joue avec ses aînés et tout cela. Tranquillement, il s'est mis dans le jeu. Tranquillement, lorsqu'il a le ballon, il fait les petites touches et puis il remet donc proprement le ballon. Je crois que c'est très important. Il a gagné un point. Il a gagné 2 points donc par rapport à cette rencontre. Et même déjà, les gens disent beaucoup de bien par rapport à ce joueur. Ils se disent, mais si Enifoul ne veut pas faire l'affaire, donc on peut donc amener Franck Atou, même si c'est très tôt pour moi, pour le dire, parce que c'est vrai, peut-être on peut se dire que l'Ouganda a été fatigué avant qu'il ne rentre donc sur le terrain. C'est pour cela que, voilà, son jeu a été plus chose par rapport à la sélection. Je crois que c'est très important. C'est un joueur prometteur. On va le voir d'abord au niveau donc du tournoi de l'UMOA. Si effectivement ce tournoi va se tenir en novembre prochain, on va le voir d'abord. Et puis à partir de là, donc l'amener donc petit à petit donc en sélection. On ne va pas également le brûler des ailes. Il faut également gravir les échelons. C'est très important. Lorsque vous êtes un joueur jeune, il faut toujours passer par des étapes. C'est très important. Il ne faut pas briser rapidement les étapes parce que
chaque fois qu'on vous place donc en sélection, vous sortez donc, les gens crient votre nom, c'est fini, on a des briques de 15 sous les aisselles et tout cela. Je crois que c'est important d'aller voilà, étape par étape. Donc Franck Atcho, il a fait un bon travail la dernière fois. On espère le voir contre également le Mozambique dimanche prochain. Voilà, vous l'avez dit, ça c'est une bonne transition. Voilà, on a un match demain contre le Mozambique. Tout à l'heure aussi, vous avez parlé de Agassa. Est-ce que hier, avant de parler de ce qui doit être fait demain, Agassa vous a rassuré dans les bois? Parce qu'on a vu avec ses sorties, avec ses ballons arrêtés d'une manière hésitante. Agassa que si vous savez, parfois quand il sort, on tient le cœur. On se demande qu'est-ce qu'il va nous montrer encore aujourd'hui. Mais vous savez, il a de l'expérience, ce joueur. Il a de l'expérience. Agassa, pour le moment, a besoin de la concurrence en sélection. Et c'est ce que le Togo n'en a pas. Vous savez, en sélection, aujourd'hui, si on dit, Apolline, vous êtes là, donnez-nous 2 gardiens qui vont rassurer. Si Agassa n'est pas là, vous allez hésiter. C'est ce qui manque aujourd'hui à ce poste-là. S'il y en avait, on n'allait pas titulariser Agassa. Vous savez, pour la CAN, d'office, on sait qu'Agassa serait au Gabon. Si c'est au Gabon que ça va se jouer. Bon, le président l'a rassuré que ça va se jouer là-bas. Donc, si c'est là-bas au Gabon, Agassa sera au Gabon. Mais qui pour être son doublon, qui pour mettre la pression à Agassa que quand tu fais une bourde... Cédric Mensah, parfois lui aussi également, il est hésitant quand il vient en sélection, il ne sait pas si c'est la pression. Thiagouni Baba, il n'a plus gardé les buts du Togo. Moi, je pensais même que Claude allait mettre Thiagouni Baba la dernière fois contre l'Ouganda. Pour l'essayer, voir si vraiment celui qu'on a connu également, qui faisait quelques erreurs, a changé, a grandi. Mais il ne l'a pas fait. Je dis Agassa, oui, il ne m'a pas rassuré tellement la dernière fois, même si on devait prendre un but, mais il a sorti le grand jeu. il a sorti le ballon. Donc, tout le monde a applaudi. Vous allez voir sur le terrain, le public également était satisfait, mais je dis, il faudrait concurrencer Agassa Kossi, la sélection. Alors, je vais revenir sur ce point. D'abord, je relève que pour une sélection de 23 joueurs, il nous faut nécessairement 3 gardiens de but. Mais c'est 2 gardiens, on nous a convoqués. On avait dénoncé ça. On avait dénoncé quand on a fait... Oui, avec Tom. Avec Tom. Mais par rapport à Claude Leroy, je crois que on n'a rien dit par rapport à cette situation. Moi, je crois que c'est très important. Lorsque vous avez 23 joueurs, il faut 3 gardiens de but. Même sur le papier ou bien sur la feuille de match de la FIFA, on réserve toujours 3 places. 3 places pour les gardiens lorsque vous avez... Maintenant, par rapport à Agassa, moi je crois que véritablement, il n'y a pas un autre gardien derrière. C'est pour cela que, on dit souvent que, d'aller avec ce fusil-là. Maintenant, par rapport aux autres gardiens, là, c'est plus la peine, quoi. C'est plus la peine. Maintenant, il faut prendre les locaux qui sont là. Il y a Jean-Luc Delété qui est là. Mais où est parti, comment il s'appelle, le gardien de Togo qu'on appelait entre-temps? Oui, même quand vous voyez... Clomégan Jean-Robert. Oui, quand vous voyez... Il y a Guissa qu'on appelait, il y a Cédric. Quand vous voyez même la sélection locale, donc qu'on vient donc de convoquer pour les séances, les séances prochaines, il n'y a même pas Jean-Claude Jean-Robert. Donc aujourd'hui, il y a Jean Lété qui est là. Quand vous voyez un peu les matchs de Agaza Omnisport de Lomé, il est très bon dans les perches. Il faut l'essayer. C'est un gardien qui est passé par AC Milan. Il a fait également ses preuves partout, donc avant d'arriver donc au niveau d'Agaza. Agaza n'est pas quand même une équipe très forte au niveau du championnat. C'est lui qui essaie donc de placer sa défense. C'est lui qui également essaie donc de sauver Agaza dans certaines situations. Je crois également aujourd'hui qu'on peut lui faire confiance. Par rapport à sa forme également, il peut être un très bon gardien de but. C'est quelqu'un qui a pratiquement 1m98. Grand de taille pour un gardien de but. C'est quelqu'un qui parle beaucoup. Et souvent, on dit que les gauchers sont très bons au niveau donc des perches. Aujourd'hui, on peut l'essayer au niveau de la sélection. Nous avons encore un poste pour la 3e place au niveau de gardien de but parce que la dernière fois, on n'avait pas convoqué Cédric. Donc, pourquoi ne pas prendre
un local comme gardien. Et puis donc, heureusement qu'au niveau on l'a convoqué pour les locaux qui vont commencer les séances. Donc, on va parler de demain, le match, oui. Il faudrait qu'on fasse confiance aux joueurs locaux également. Comme on l'a fait à Kouloum, qui dit qu'aujourd'hui, ce joueur va s'imposer en sélection mais justement, c'est ce que sera titularisé. Non, il faudrait qu'on fasse confiance à ces gardiens également, parce qu'ils ont de la capacité. Je crois que c'est ce que Claude dit en saluant la reprise du championnat national, parce que ça permet à ces joueurs locaux de s'exprimer, de se faire voir. Et pour demain, qu'est-ce qu'il faut, s'il faut corriger quelque chose contre Mozambique? C'est vrai qu'on n'a pas assez vu Mozambique jouer. Vous savez, quand vous prenez un peu le classement de la FIFA par rapport au Togo, vous allez constater que le Togo est un peu devant donc, le Mozambique. Mais c'est un pays qui pratique, c'est un pays lusophone qui a un autre système donc de jeu et tout cela. Je crois que c'est un bon challenger par rapport donc au Togo. On va assister donc à une formation qui passe, qui sort pas de petites passes et tout cela. Je crois que c'est très bien donc de choisir donc un pays comme le Mozambique pour jouer contre le Togo. Maintenant, il faut qu'on place quand même les joueurs à leur poste. C'est très important. Serge Akakpo, on veut le voir, on veut encore le voir. On veut également voir Bossou Vincent donc à son poste. On veut voir Atakora, la arme de Atakora Lawele. On veut voir également les autres comme Labafodo, même si il est blessé lui. Voilà. Et rapidement, c'est ce que vous souhaitez aussi pour le match de demain? Moi, j'aimerais voir Tchagouni Baba s'essayer demain, prouver qu'il est vraiment un second gardien. J'aimerais qu'on repositionne, comme Franck l'a dit, les joueurs, qu'on laisse Ilas Bebou comme il a joué la dernière fois en seconde mi-temps, qu'on le laisse à sa place, parce que ce joueur, il a de la capacité, techniquement, il est bon. Mais quand on l'étouffe, il n'arrive pas à s'exprimer. Il faut également qu'on donne de l'espace à Atakora Lawele, parce que c'est un monsieur, ce n'est pas un meneur. C'est ce qu'on veut. On veut changer Atakora à un meneur de jeu pour le Togo, mais ce n'est pas ça. Lui, il aime l'espace pour faire ses dribbles et autres, mais il faudrait le laisser. En fait, il compense l'absence de Fleu d'Haïti. Au-delà de ça, sa combativité donc, au sein de la on est vraiment, le temps nous fait des fois contre nous, on va dire, mais on va finir, c'est vrai, avec certaines photos. Mais les gars, vous voyez comment vous travaillez. Photo, micro et avec Chéhi. On va voir cette photo. Chéhi au micro qui est face aux caméras. Voilà! Vous voyez comment vous travaillez. Félicitations, les gars. C'est compliqué, mais... Voilà, regarde tout ce monde qui est devant Chéhi pour faire interview. Et ils se sont alors rassurés. Avec le soleil. Voilà. C'est du courage, hein, c'est du courage et la passion. C'est du courage et la passion, exactement. Alors, on va vous montrer aussi une photo. Les vestiaires d'une équipe nationale. Enfin, on va dire un club. Voilà les vestiaires. Non, vous savez où? Ça sera l'entrée des vestiaires. C'est au champ? Non, ça c'est Bassa. Et là, c'est Bassa, c'est Bikiti. Le second, voilà. C'est les images vestiaires. Vous savez, je sais pas. Il faut revoir. Non, mais les terrains sont homologués par la fédération. Je crois qu'ils ont vu également les vestiaires. Là, ça, c'est discutable. Attention. C'est pas discutable. D'accord. Vous savez, pour homologuer un terrain, il y a aussi les vestiaires. Il y a les vestiaires, c'est très important. Normalement, je pense qu'il y aura eu des recommandations et la commission d'homologation doit retourner pour voir s'ils ont mis en application ce qui a été demandé. Nous, on vous rappelle de revoir les vestiaires. Dernière photo, aujourd'hui, c'est la fédération a fait. Voilà, oui. Et puis, n'oubliez pas, la fédération a fait siège propre. Ah oui, je ne sais pas, c'est pour le sommet ou c'est pour les préparatifs pour la CAN, mais voilà. Tout le monde, voilà, seconde photo encore, j'ai vu le président, je ne l'ai pas pris, avec un gros balai à la main qui voilà travaille. Le président. Voilà le président. Vous savez, la fédération de football en a besoin, le siège de la fédération. Oui, mais attends, nous, on confond, je ne sais pas si c'est sommet propre, enfin, propre le met pour sommet ou c'est fédération. Bon. Non, c'est fédération. En tout cas, félicitations, monsieur le président, vous avez fait fédération propre, ça fait plaisir. Allez, merci Edwige Jappedo. Merci beaucoup, Apolline, c'est un plaisir. Il est partagé. Franck? Oui, merci, surtout quand on se retrouve avec deux grandes dames. Ça donne toujours du plaisir. Hein. Voilà, merci beaucoup. Vous n'êtes pas les seuls à faire sport, donc au football, nous on est là aussi. Merci à Sévère Maglo, merci à Bosco, merci à Sirek Amekouji. Merci mesdames, messieurs de nous avoir suivis. On va se retrouver certainement samedi prochain. On vous souhaite plein de choses et bonne chance aux éperviers pour le match de demain. À très bientôt.